Je dois dire que j'ai toujours su que je deviendrais romancier. C'est ça que je voulais faire. J'ai jamais eu des plans du type je veux devenir ingénieur, avocat, etc. J'ai commencé à lire très tôt. J'ai très tôt été impressionné par les contes de mon enfance, c'est-à-dire par le potentiel des mots à créer des mondes, par une espèce d'impossibilité de séparer les mots et les choses. Et donc, très tôt, j'ai eu le sentiment que, bon, voilà, que c'est ça que je voulais faire. J'avais quoi? Voilà, j'avais juste 15 ans, j'étais au lycée et j'ai écrit La Cloison. Hein. Mais vraiment un roman de, je sais pas quoi, entre 250 et 350 pages, écrit avec application, avec sûrement des tonnes de fautes. À cet âge-là, c'est normal. Mais enfin, je l'avais fait avec beaucoup de sérieux. L'air de dire aux autres, voilà, on joue ensemble au foot, mais si vous saviez, moi, je suis un écrivain. Non, je ne l'étais pas vraiment en ce moment-là. Mais l'envie est venue très tôt, et puis j'ai suivi ce chemin-là. Oui, c'est Sartre qui dit, sans un orgueil fou, personne n'écrit. Voilà, sans un orgueil fou. L'orgueil qui consiste à se dire, eh bien, je serai lu dans un siècle, dans 2 siècles, dans 3 siècles. Mais en même temps, ce qui va avec cet orgueil-là, c'est euh, une grande humilité. Il faut être orgueilleux, mais il ne faut pas être vaniteux. Il ne faut avoir aucune prétention. Finalement, et c'est d'ailleurs Stendhal qui dit la même chose, après avoir fini le rouge et le noir, on est à la loterie, quoi, dans ce domaine. Ben, tant mieux si, un siècle après, 2 siècles après, on a visé juste. Mais il faut avoir la lucidité de savoir que sur 1 million d'appelés, il y a 2 ou 3 élus. Voilà, et puis il ne faut pas, faut pas souffrir inutilement à l'idée que l'on n'en fera pas partie. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des auteurs extrêmement célébrés de leur vivant et aujourd'hui impitoyablement oubliés, et d'autres auxquels personne n'avait vraiment prêté attention de leur temps et qui sont des gloires de la littérature universelle. Bref, on se lance dans l'arène, advienne que pourra. Mais oui, mais tout le monde aimerait quand même être là, après sa mort, à travers sa fiction romanesque, son cinéma, etc. Quand j'écris en langue française, eh bien, je pense à des tas de gens à travers le monde qui comprennent cette langue. Qui comprennent cette langue, euh, et ce sont mes amis du Cameroun, de Côte d'Ivoire, naturellement du Sénégal, mes amis ici en Belgique, etc. Toutes les personnes que j'ai connues en fonction des situations que je raconte. Et évidemment, il y a euh, comment dire, des lecteurs invisibles et privilégiés pour chaque auteur. En ce sens que ceux qui regardent par-dessus son épaule, c'est quand même des personnes dont il connaît la voix, avec qui il a discuté, et principalement de littérature. Mais pas forcément des gens qu'il aime, peut-être des gens qu'il déteste. Parce que finalement, à la question pour qui écrivez-vous, on peut souvent rétorquer par la question inverse. Contre qui écrivez-vous? Parfois, on écrit contre les gens que l'on déteste. Maintenant, lorsque j'écris en Wolof, c'est très différent forcément.
Voilà. D'abord, c'est des mots que j'ai pris chez moi, dans la rue, dans le quartier. Ce sont les membres de ma famille, mes amis, mes copains d'enfance, qui n'ont jamais été à l'école. Et finalement, je dirais même pas qu'ils lisent ce que j'écris, je dirais plutôt qu'ils l'entendent. Quand on en vient à la langue Wolof, l'image de qui se penche pour lire, ça devient plutôt l'image de qui est assis à côté et qui tend l'oreille. Et tout cela veut dire quoi, ce passage d'une langue à une autre? J'aime utiliser cette image. Je me dis, en tant qu'écrivain, auteur de langue française et de langue Wolof, lorsque je suis devant le miroir, je vois deux moitiés de personnes. La première moitié, c'est ouais, celui qui a lu Stendhal, qui a fait des études de littérature, etc., qui a tout développé, qui a écrit des romans, Le Temps de Tamango, etc., qui s'est tellement senti bien dans la langue française. Et l'autre moitié, je ne dirais pas moitié blanche et noire, ça nous mènerait trop loin, mais l'autre moitié, c'est celui qui écrit en Wolof, qui interagit avec ses amis, avec ses parents, avec des gens qui ne savent rien de la littérature, qui ne comprennent pas du tout le français. Et alors, lorsque je considère ces deux morceaux, ces deux êtres totalement différents, mais c'est quand même la même personne. J'ai tellement été influencé par un auteur comme Jean-Paul Sartre. Quand je l'ai lu adolescent, j'ai tout lu. Je me rappelle, c'était comique, mais en même temps c'était significatif. Au lycée, voilà, j'avais quoi, 17, 18 ans, j'allais en classe avec l'être et le néant, ou critique de la raison dialectique. Je ne comprenais pas la première phrase, mais je m'étais fait une espèce de pari stupide. Je lirais tout ça. Effectivement, j'avais lu ses pièces de théâtre, ses romans, etc. Et je parlais si souvent de lui à mes copains et je leur parlais particulièrement du personnage de Boris Serguine dans Les Chemins de la Liberté. Vous savez, cette trilogie romanesque, L'âge de raison, Le sursis, La mort dans l'âme. Et après, il y a un texte qui n'a jamais été publié, qui devait compléter le tout, La dernière chance. Et il y a un personnage très important, surtout dans L'âge de raison, le premier tome, et il me fascinait. Il s'appelait Boris Serguine, avec sa sœur Ivitch. Tous deux me fascinaient. Des Russes blancs émigrés, un peu alcooliques, libertaires, existentialistes, quoi. Voilà. Et j'en parlais si souvent que mes amis m'ont dit, mais Boris, c'est toi finalement. Et ils m'ont collé. En fait, ce surnom de Boris, ça vient de là. Alors quoi, tu me parles de filiation, mais je dois pratiquement mon nom à un auteur français que j'ai beaucoup aimé dans le temps, mais évidemment qui est passé de mode, hein, Sartre. Voilà, il a beaucoup moins bien survécu que Camus, Sartre. Un roman de Haïkou Arma, The Healers en anglais. Haïkou Arma est un auteur ghanéen. Ce serait Guerre et paix de Tolstoï. Oui, pour moi, c'est le livre le plus puissant que je connaisse. Et aussi, ce serait un auteur d'Amérique latine, Ernesto Sabato, ce serait Alejandra. Il n'a écrit que 3 romans, hein. Alejandra, L'Ange des Ténèbres, Le Tunnel. La plupart de ceux qui aiment Sabato, ils préfèrent ce petit livre, Le Tunnel. Mais moi, je préfère Alejandra.
Mais écoutez, en ce moment, euh, il y a un tournant. Et je crois qu'un auteur comme Felwine Sarr, que d'ailleurs tout le monde considère à juste titre, hein, comme voilà, l'étoile montante de la littérature africaine, il apporte ce que Hugo disait à propos de Baudelaire, un frisson nouveau. Le texte de Felwine, par son architecture, par ses références, par son contenu même, c'est une cassure décisive. Et à partir de là, je crois qu'il y a, une orientation nouvelle qui se dessine. Cela dit, il y a un autre auteur de la même génération, sensiblement, un peu plus âgé, qui s'appelle Koulsilamko, voilà, dont le travail, pour moi, est extrêmement important. Voilà, il ne se soucie pas de se vendre, de placer ses livres, de se battre pour attirer la lumière vers lui. Mais j'ai du mal à considérer une auteure que j'admire tout particulièrement, la Nigériane Chimamanda Adichie Ngozi, comme une jeune auteure. C'est vrai, je crois qu'elle a autour de 35 ans, elle est très jeune, mais en même temps, ses textes sont d'une telle maturité qu'il m'est difficile de la classer parmi les jeunes écrivains. Pour moi, c'est aussi, mais sur un autre registre, sur un autre ton, une grande voix des années à venir.